La petite sirène. Il y a très, très longtemps, se dressait tout au fond d'un océan azuré un somptueux palais. Le roi de la mer y vivait avec ses 6 filles, 6 jolies sirènes. L'épouse du roi étant morte, le monarque avait confié l'éducation des fillettes à sa propre mère. Le palais était entouré d'un magnifique jardin où poussaient des plantes et des arbres très rares. Des poissons, aux belles couleurs chatoyantes, y côtoyaient d'autres et merveilleux animaux marins. Chacune des princesses avait reçu une parcelle de ce splendide jardin afin de la cultiver à son gré. Et elle s'était amusée à y tracer de petits sentiers sinueux faits de coquillages et de cailloux multicolores. La cadette avait conçu un jardin tout rond, de la forme du soleil, dont sa grand-mère lui parlait si souvent. Au centre, elle avait installé la statue d'un superbe jeune homme qu'elle avait trouvé sur l'épave d'un navire au fond de la mer. Tous les soirs, la mère du roi contait une histoire à ses petites filles. Les récits préférés des princesses étaient ceux qui parlaient du monde existant à la surface de l'océan. Chaque fois, la grand-mère, en terminant un conte de cette sorte, ne manquait pas d'ajouter « Un jour, vous verrez le soleil, ainsi que toutes ces choses dont je vous parle. Car, une fois que vous aurez 15 ans, vous pourrez sortir de l'eau. » La plus jeune des princesses avait à peine 9 ans, mais sa sœur aînée en comptait déjà 14. Elle ne devrait donc plus attendre longtemps. Enfin, le jour attendu arriva. De bon matin, la sirène se dirigea vers la surface. En l'honneur de son anniversaire, elle avait reçu l'autorisation de se promener toute la journée. Cependant, au fil des heures, la plus jeune des sirènes n'arrêtait pas de songer à sa grande sœur. Et le soir, lorsque celle-ci rentra, sa cadette lui posa des centaines de questions. La sirène raconta à ses sœurs tout ce qu'elle avait vu. À la fin de son récit, elle conclut « Et lorsque la nuit tomba, le soleil se coucha, tandis que la lune se levait. L'astre se mit alors à briller sur la mer et sur une grande ville. Celle-ci était également éclairée par des milliers de petites lumières. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. » L'année suivante, la deuxième sœur atteignit l'âge de 15 ans. Quand elle s'en revint, le soir au palais, la cadette l'interrogea. « Est-ce également la lune que tu as préférée ?»« Je n'ai pas vu la lune, répondit la deuxième sœur, car c'est l'été et le soir ne tombe que bien plus tard. Mais j'ai vu le soleil et découvert des enfants qui nageaient dans la mer. Ce sont les moments que j'ai passés avec eux qui m'ont le plus amusée. » L'année d'après, ce fut au tour de la troisième princesse d'atteindre l'âge tant désiré. « As-tu joué avec les enfants ?» voulut savoir la cadette dès son retour. « Je n'ai pas vu d'enfants, » raconta la sirène. « C'est l'automne et l'eau est bien trop froide pour y nager. Mais j'ai regardé les cygnes qui survolaient la mer en route vers les pays chauds. Ce sont eux qui m'ont le plus impressionnée. » Une année plus tard, la quatrième sœur monta à son tour à la surface de l'eau. Elle revint avant le dîner. « Ne t'es-tu donc pas amusée là-haut ?» s'étonna sa petite sœur. « Oh si !» répondit la sirène. « Mais j'ai joué tout le jour avec les dauphins. Nous avons nagé comme des fous. Et quand le soleil s'est couché, j'étais si lasse que j'ai eu peur de m'endormir là-haut. Si je n'étais pas rentrée ici à temps, tout le monde se serait sûrement inquiété. » « Qu'est-ce qui t'a plu à la surface, s'enquit la plus petite sirène. »« Les dauphins étaient les plus drôles, mais le soleil couchant m'a paru le plus beau, » répondit la quatrième sœur. Lorsque la cinquième princesse eut ses 15 ans, c'était le milieu de l'hiver. Elle nagea vers le nord, là où il gèle si fort que d'immenses plaques de glace flottent sur l'océan. Elle grimpa sur un iceberg et elle contempla sans peur les gros nuages noirs annonciateurs de neige. « Ce sont les icebergs que j'ai préférés, » raconta-t-elle à son retour. « On aurait dit de gros diamants. Et ce qui m'a fait le plus peur, c'est le grondement de l'orage. » Cependant, la sixième petite sirène devait attendre l'automne suivant pour accomplir ses 15 ans et elle trouvait le temps bien long. L'hiver passa lentement, puis le printemps et l'été. Enfin, son bel anniversaire arriva. Et la mère du roi entreprit de peigner très longuement la merveilleuse chevelure blonde de la petite dernière avant de la lâcher dans le vaste monde. « Au revoir, papa. À tantôt, grand-maman. Salut, mes sœurs !»
s'écria gaiement la petite sirène. « À ce soir !» Puis, elle fila sans se retourner. Quand la jeune princesse sortit de l'eau, le soleil se levait. Ravie, elle put admirer ses rayons qui doraient la crête des vagues. Elle découvrit ensuite la grande ville dont sa sœur lui avait parlé, et aussi les petits enfants qui jouaient sur la plage, emmitouflés dans de chauds manteaux. Elle s'amusa avec les dauphins, puis elle contempla les cygnes qui partaient pour le sud. C'est alors qu'elle aperçut un voilier. Curieuse, la petite sirène nagea dans sa direction. Une musique entraînante provenait du bateau, et sans se faire voir, la jeune princesse risqua un coup d'œil par les hublots. À l'intérieur, elle aperçut des hommes et des femmes vêtus d'habits somptueux, qui s'inclinaient tous devant un beau jeune homme. « Ce doit être un prince !» s'émerveilla la sirène. Tout comme dans les récits de grand-maman. De fait, elle avait raison. Le séduisant jeune homme était bien un prince. Il avait 16 ans ce jour-là, et une fête grandiose avait été organisée en son honneur sur le voilier. Mais à ce moment, un terrible orage éclata. Les éclairs frappèrent furieusement le mât du navire qui se brisa, et le voilier commença à sombrer. La petite sirène savait que le prince était en danger. En effet, sa grand-mère lui avait bien expliqué que les hommes n'étaient pas capables de vivre sous l'eau. Le voyant se débattre désespérément dans les vagues, elle nagea à toute vitesse vers lui. Mais quand elle l'eut rejoint, le beau prince coula à pic, inanimé. Aussitôt, la petite sirène plongea. Elle parvint à maintenir le visage du jeune homme hors des flots et elle l'entraîna inconscient aussi vite qu'elle le put vers la plage. Puis, la petite princesse lui caressa doucement les cheveux avant de replonger à contre-cœur. Peu après, une jeune fille se précipita vers le rescapé. Et quand celui-ci ouvrit les yeux, il lui sourit. Alors, tandis que cette jeune humaine allait chercher du secours, la petite sirène retourna tristement dans son palais sous-marin. Son papa, sa grand-mère et ses sœurs étaient fort inquiets. Elle leur raconta ce qui lui était arrivé. Or, l'aînée des sirènes savait où habitait le beau prince. Et dès le lendemain, elle conduisit la cadette jusqu'à son château. Là, elles aperçurent le jeune homme qui se promenait dans les jardins. Dès lors, la petite sirène se rendit tous les matins devant le château de son prince pour pouvoir le regarder vivre. De jour en jour, son amour pour lui grandissait, mais sa mélancolie s'aggravait en même temps. Car la pauvre sirène avait compris qu'elle n'approcherait plus jamais son bien-aimé. Lui était incapable de vivre dans l'eau, et elle ne pouvait se déplacer sur la terre à cause de sa queue de poisson. Un jour, la princesse entendit son père et sa grand-mère parler de la sorcière des mers. Celle-ci, disait-il, était capable d'exaucer tous les vœux, mais elle était d'une laideur épouvantable. Et lorsqu'on lui adressait l'une ou l'autre requête, elle exigeait toujours autre chose en échange. Un soir, la petite sirène revint vers le palais de son père, des larmes plein les yeux. Elle avait passé toute la journée à admirer son beau prince en silence. Sur le chemin du retour, elle passa devant la maison de la sorcière des mers. Brusquement, elle décida de frapper à la porte. Celle-ci s'ouvrit immédiatement. « Bonjour, jolie princesse !» dit une voix grinçante. « Entre vite !» En effet, la sorcière était hideuse, et la petite sirène aurait bien voulu s'enfuir. Mais la vieille ricana. « Tu aimes le prince humain, et tu voudrais avoir des jambes pour pouvoir vivre auprès de lui. Je puis te donner une potion magique. Mais je te préviens, la métamorphose sera très douloureuse. Tu pourras marcher, mais à chaque pas, tu auras l'impression de piétiner des lames de couteau. »« Ce n'est rien, » cria la courageuse petite sirène. « Je te donnerai donc mon breuvage, mais réfléchis bien. Une fois transformée en femme, tu ne réussiras plus jamais à redevenir sirène. De plus, tu espères sans doute épouser ton prince. Mais s'il en choisit une autre, le lendemain de son mariage, lorsque le soleil se lèvera, tu mourras et ne laisseras derrière toi qu'un peu d'écume à la surface de l'eau. »« Cela ne fait rien non plus, dit la petite sirène. »« Une dernière chose encore, ajouta la vieille. « En échange de ma potion, je veux ta voix. Dès que tu l'auras bu,
tu deviendras incapable de prononcer la moindre parole. Tu peux avoir ma voix, déclara la princesse sans hésiter. Alors, la sorcière lui tendit une fiole. La petite sirène rentra vite au palais. Le lendemain, elle se leva à l'aube et nagea en direction du château du prince. Puis, elle se laissa emporter par les vagues jusqu'au rivage. Là, elle ouvrit le flacon et but la potion d'un trait. La sorcière n'avait pas menti. La petite sirène ressentit une souffrance insupportable, comme si sa queue était tranchée dans le sens de la longueur. Et sous l'effet de la douleur, elle perdit connaissance. Or, tous les matins, le beau prince se promenait dans son jardin. Parfois même, comme ce jour-là, il descendait jusqu'à la plage. Tout à coup, il aperçut la jeune princesse inanimée. S'agenouillant, il lui caressa tendrement le visage et la petite sirène ouvrit lentement les yeux. Lorsqu'elle vit le prince, elle jeta un coup d'œil inquiet vers sa queue, mais elle constata qu'à sa place, elle avait désormais 2 jolies jambes. « Qui es-tu? D'où viens-tu » lui demanda le prince. Hélas, lorsque la princesse voulut lui répondre, aucun son ne sortit de sa bouche. Elle était devenue muette. Le prince, alors, lui tendit la main pour l'aider à se relever et la conduisit vers son château. À chacun de ses pas, la petite sirène ressentait une douleur aiguë. Mais elle oublia vite sa souffrance, car le prince l'installa chez lui. Il lui offrit des robes merveilleuses et le lendemain organisa un grand bal en son honneur. La princesse dansa toute cette nuit avec son bien-aimé. Après la fête, le prince l'emmena jusqu'à la plage. Arrivée au bord de l'eau, elle retira ses délicates chaussures pour baigner ses pauvres pieds endoloris. Dans la douce fraîcheur de l'onde, la douleur disparut et elle sourit de bien-être. Alors, le prince entoura sa jolie compagne de son bras et lui dit « Je suis si heureux de t'avoir rencontrée. J'avais toujours rêvé d'avoir une petite sœur. Et puis, tu ressembles à une jeune fille qui un jour me sauva la vie. Après un naufrage, les vagues m'avaient rejeté sur la plage. Et c'est là qu'elle m'a trouvée. Je ne l'ai jamais oubliée. » Ce soir-là, la petite sirène versa longtemps des larmes amères. À présent qu'elle avait perdu l'usage de la parole, elle ne pourrait plus jamais expliquer à son prince que c'était elle, la jeune fille qui lui avait sauvé la vie. Une année passa. Un jour, le prince annonça à la jeune princesse « Nous allons nous rendre en bateau au pays voisin, car je dois y épouser la fille du roi. Je suis si malheureux. Si seulement j'avais pu retrouver celle à qui je dois la vie. » Quand le navire arriva à destination, le roi et sa fille montèrent à bord. « Mais c'est elle que j'ai vue sur la plage !» s'exclama le prince. La petite sirène contemplait la scène depuis le pont. Tout à coup, elle entendit prononcer son nom. Se penchant, elle vit sa sœur aînée qui lui tendait un couteau. « Nous nous sommes rendus chez la sorcière, expliqua-t-elle. Nous lui avons promis nos chevelures si elle s'arrangeait pour que tu ne meurs pas demain. Elle nous a alors remis ce couteau, afin que tu le plonges dans le cœur du prince avant l'aube. Si tu y parviens, tu redeviendras sirène et nous viendrons te chercher. » La petite sirène prit le couteau et le cacha sous sa robe. Un peu plus tard, le prince vint la retrouver. « Viens, sœurette, dit-il tendrement. Je vais épouser ma jolie princesse et je veux que tu sois sa demoiselle d'honneur. » Toute la journée, la petite sirène tenta courageusement de cacher son chagrin, même quand elle contemplait le prince et son épouse. Le jeune marié semblait si heureux. La mariée vint lui demander « Je sais combien le prince t'aime. Je sens qu'à mon tour, je vais t'aimer. Accepterais-tu d'être ma petite sœur à moi aussi ?» La petite sirène ne savait que faire. Elle trouvait la jeune épousée si belle et si gentille. En plantant le couteau dans le cœur du prince, elle allait sans aucun doute le tuer. Que deviendrait alors sa charmante femme? Quant à elle, même si elle continuait à vivre et redevenait une sirène, elle ne reverrait plus jamais son bien-aimé. Et ses sœurs, elles, seraient obligées de couper leurs magnifiques cheveux. Pourrait-elle supporter tant de regrets et tant de remords?
Le soir, une fête magnifique fut organisée dans le château du roi du pays voisin. La petite sirène dansa une ultime fois sans souci de la douleur qui lui lacérait les pieds. Car cette nuit-là, la souffrance qui déchirait son cœur était plus grande encore. Si elle n'avait pas tué le prince avant le lever du soleil, c'est elle qui mourrait et se transformerait en un peu d'écume, bientôt emportée par les vagues. Après le bal, le prince, son épouse et les membres de la cour remontèrent à bord du navire. Celui-ci partirait dès le lendemain au petit matin. La petite sirène resta toute la nuit sur le pont, incapable de se décider. Juste à l'aube, elle entendit qu'on l'appelait. C'étaient ses sœurs qui entouraient le bateau et venaient l'encourager. « Le soleil va se lever, vite !» insistait-elle. « Va planter le couteau dans le cœur du prince, nous t'attendons !» La petite sirène se dirigea à pas très lourds vers la cabine princière. Elle ouvrit lentement la porte et s'approcha du lit. Le prince et sa ravissante épouse y dormaient, paisiblement enlacés. Ils étaient beaux, charmants et heureux. Alors, la petite sirène caressa les cheveux de la jeune femme et posa un baiser sur le front de son prince. Puis, elle sortit le couteau des plis de sa robe et se retourna brusquement, le laissant tomber sur le sol. Elle quitta précipitamment la cabine, courut sur le pont, enjamba le bastingage et nagea de toutes ses forces vers ses sœurs. Pendant qu'elle les embrassait, celles-ci comprirent que la petite sirène n'avait pas tué son bien-aimé. Désolées, elles l'entourèrent en essayant désespérément de la retenir. Lorsque le soleil commença de poindre à l'horizon, la petite sirène se sentit fondre lentement en écume. Ses beaux vêtements, puis ses petits pieds disparurent les premiers, comme par magie. Elle n'éprouva absolument aucune douleur. Avant de mourir, elle tenta d'adresser un triste sourire à ses sœurs, comme si elle avait voulu leur dire « Ne soyez pas malheureuses. Moi, je suis vraiment heureuse, parce que mon prince bien-aimé, désormais, le sera toujours grâce à moi. » Un tigre peu banal. C'était un tigre original, au comportement très spécial. Les mystères de la forêt semblaient pour lui sans intérêt. Loin d'être un féroce chasseur et le prince des égorgeurs, il fuyait les proies bien dodues et dédaignait les viandes crues. Un beau matin, notre félin voulut goûter de l'air marin et, sur les bords de l'océan, il rencontra un pélican. Désormais, l'oiseau le nourrit et le tigre, avec appétit, dévore sols et espadons, car il adore le poisson. L'âne qui alla chercher la mer. Dans un pays lointain, en plein milieu d'un désert, se dresse un joli petit village. Il fait toujours torride dans cette contrée, et il n'y pleut que 2 jours par an. Pourtant, la région peut s'enorgueillir d'une végétation luxuriante. Car chaque jour, ses heureux habitants vont puiser autant d'eau qu'ils le désirent dans 2 petits lacs, le premier situé à l'est, l'autre à l'ouest. Ces 2 lacs n'ont cependant pas toujours été là. Jadis, tous les villageois devaient marcher une demi-journée pour aller chercher de l'eau à la source. En ce temps-là, une famille très pauvre vivait au village. Le fils cadet, Ali, se rendait chaque matin à la source avec son âne, Coco. En chemin, Ali racontait toujours une histoire drôle à son compagnon. Et les enfants du pays s'esclaffaient. « Pourquoi parles-tu à ton âne, Ali ? Ne sais-tu pas que les ânes sont bêtes, très très bêtes ?» Mais Ali faisait semblant de ne pas les entendre et murmurait à l'oreille de Coco. « Ne les écoute pas, ce sont eux qui sont bêtes. » Chaque fois, Ali donnait à son âne un plein bassin d'eau. Mais un jour, il ne remplit celui-ci qu'à moitié. « Nous allons devoir nous restreindre, Coco, lui expliquait-il, car la source donne de moins en moins d'eau. Il faut que nous l'économisions. » Peu de temps après, la source fut complètement tarie. Plus personne au village n'eut la moindre goutte d'eau à boire et les villageois souffrirent de plus en plus de la soif.
Dans son étable, Coco réfléchissait. « Il faut que je fasse quelque chose, » se disait-il. Il se souvint alors qu'Ali lui avait un jour parlé d'une grande mare qu'il avait appelée mer. « Je vais chercher la mer, pensa Coco. Alors, une fois que je l'aurai trouvée, je la ramènerai au village. Elle sera peut-être fort lourde, mais je sais que j'y arriverai. » Et l'âne partit sans plus attendre. Après quelques heures, il jeta un coup d'œil derrière lui. Il ne voyait plus le village. « Pourtant, je ne suis toujours pas arrivé à la mer, s'étonna-t-il. » La nuit tomba, puis un autre jour se leva. Coco ne s'arrêta pas, même lorsque le soleil lui brûla la peau. Le soir venu, heureusement, il faisait plus frais. Mais Coco mourait de faim et de soif, car il n'avait pu trouver ni eau ni aliment dans le désert. Il dormit quelques heures, puis repartit courageusement. Soudain, il vit un homme étendu sur le sable. Courant vers lui, il constata qu'il portait de riches vêtements. Et chacun de ses doigts s'ornait d'une bague en or. Coco posa délicatement son nez sur le visage de l'homme. Ce dernier gémit et ouvrit péniblement les yeux. « Chère Anne, murmura-t-il, si tu me ramènes dans mon palais, tu pourras me demander en guise de récompense tout ce que tu voudras. » Coco réfléchit quelques secondes. Il eût mieux aimé continuer à chercher la mer. Mais il ne pouvait abandonner ce malheureux dans le désert. Alors l'âne s'assit afin que celui-ci puisse monter sur son dos. En chemin, le rescapé raconta. « Tu ne me croiras peut-être pas, mais je suis un roi. J'étais en chemin vers mon palais lorsque je fus attaqué par 4 brigands qui me volèrent mon cheval et mon argent. » Quelques heures plus tard, Coco et le roi arrivèrent en vue de la ville. S'arrêtant devant une fontaine, ils burent enfin tous leurs sous. Puis ils pénétrèrent ensemble dans le palais. « Apportez-moi à manger et à boire dans ma chambre, » ordonna le roi. « Et installez à côté de la couche royale un lit pour mon ami, l'âne. » Les serviteurs, bien qu'abasourdis, s'exécutèrent et cette nuit-là, Coco dormit pour la première fois dans des draps de soie. Le lendemain, le roi lui offrit un magnifique carapaçon de cuir rouge orné d'or. Coco était sûr qu'il s'agissait là de sa récompense. Mais ensuite, le monarque le conduisit dans une des caves du palais où les attendait un homme vêtu d'une longue robe verte. « Coco, je te présente Melchior, grand magicien de la cour, » expliqua le roi. « Il m'a raconté que tu étais parti chercher la mer parce que la source de ton village était tarie. » Coco, tout saisi, fit un signe de tête affirmatif. Sans dire un mot, Melchior se dirigea alors vers un coin de la pièce. Il y prit 2 seaux qui avaient un air tout ordinaire. Mais le magicien déclara: « Dans chacun de ces 2 seaux, tu trouveras plus d'eau que dans la mer la plus vaste. » Retournant l'un des récipients, il le vida entièrement. Puis, il le reposa sur le sol. Coco perçut alors un gargouillis et à sa stupéfaction, il constata que le seau se remplissait à ras-bord. « Tu peux emporter ces 2 seaux dans ton village, » dit le roi. « C'est là ta récompense pour m'avoir sauvé la vie dans le désert. » Coco repartit sans tarder. Le voyage de retour ne fut pas trop pénible, car le roi lui avait donné une foule de bonnes choses à manger et il ne manqua jamais d'eau. Lorsqu'il arriva au village, quelle ne fut pas sa stupeur en découvrant que toutes les plantes et tous les arbres semblaient morts. Et il n'y avait plus âme qui vive dans les rues. Coco se précipita vers la maison d'Ali et il se mit à braire à plein poumon. Le garçon ouvrit la porte. Il était pâle et ses lèvres étaient toutes craquelées. « Coco, tu nous as ramené de l'eau !» s'écria-t-il. Vite, il partagea celle-ci entre tous les habitants du village. Mais quand il posa les seaux, il s'aperçut ébahi que ceux-ci se remplissaient automatiquement. À partir de ce jour, plus personne au village ne souffrit jamais de la soif. Un matin, les villageois découvrirent que les seaux avaient disparu.
À leur place, 2 lacs clairs et frais s'étendaient. Voilà pourquoi la statue d'un âne se dresse aujourd'hui sur la place du village. Les petits diables électriques. Il y a très très longtemps, dans un minuscule village du pays des contes de fées, vivaient 3 petits diables. Ils étaient arrivés là après avoir été chassés de leur hameau natal par le monstre Kilowatt. « Vous pouvez rester chez nous aussi longtemps qu'il vous plaira », leur avait déclaré le doyen. Les petits diables furent si reconnaissants que, à l'aide de leur robot miracle, ils fournirent de l'électricité à tous les habitants. Un matin, Flash, l'aîné, s'amusait à lutter avec le robot miracle, tandis que sa petite sœur, Étincelle, et son frère cadet, Mini-Volt, essayaient leur dernière invention. Brusquement, ils entendirent un craquement sinistre et virent une grande lumière bleue. Le monstre Kilowatt était devant eux. Flash, Étincelle et Mini-Volt restèrent pétrifiés et, impuissants, ils durent assister à l'enlèvement de leur robot miracle que le monstre Kilowatt déconnecta brutalement. Le village tout entier fut privé d'électricité. Le four du boulanger Brioche cessa de cuire, le menuisier Planche fut incapable d'utiliser sa foreuse et l'épicier Muscade découvrit avec horreur que le beurre fondait dans son congélateur. Le doyen se précipita chez les petits diables électriques qui, désolés, lui expliquèrent ce qui était arrivé. « Il faut absolument que vous récupériez votre robot !» s'exclama-t-il affolé. « Sinon, je me verrai obligé de vous expulser du village. » Aussitôt, Étincelle et Mini-Volt fondirent en larmes. « Nous avons peur du monstre Kilowatt !» octa Étincelle. « Il nous dévorera !» renifla Mini-Volt. « Arrêtez donc !» s'écria Flash. « Et laissez-moi réfléchir quelques minutes. Je sais, il nous faut le camion des pompiers et le beurre fondu de Monsieur Muscade. » Le lendemain, les 3 petits diables gagnèrent dans le camion des pompiers une forêt obscure à l'orée du village. Ils y rencontrèrent une multitude d'animaux, plus effrayants les uns que les autres. « N'ayez pas peur », recommanda Flash. Soudain, 2 petits dragons sautèrent sur le chemin en grimaçant et en crachant du feu. Saisissant son épée, Flash sortit du camion. Il fit tournoyer son arme en tous sens et parvint à faire fuir les assaillants furieux. Les petits diables électriques poursuivirent ensuite leur route et parvinrent au bord d'un précipice. De l'autre côté, ils aperçurent une grotte, au fond de laquelle luisait une lueur bleue. « C'est là que se dissimule le monstre Kilowatt !» murmura Flash. « Allez, Mini-Volt, tu sais ce que tu dois faire !» Étincelle aida son frère à dérouler la pompe à incendie, tandis que Mini-Volt sautait au-dessus du gouffre. Il se racla ensuite la gorge avant d'hurler « Ouh, vilain monstre! Tu as de l'électricité, mais pas de cœur, ni de cervelle !» Alors, rugissant de colère, le monstre Kilowatt sortit de sa cachette. Mini-Volt prit ses jambes à son cou, poursuivi par son ennemi. À peine avait-il repassé le précipice que Flash lança à Étincelle « Ouvre le robinet !» Un jet de beurre fondu jaillit de la lance des pompiers. Flash le dirigea vers le monstre, qui dérapa et tomba au fond du ravin. Désespéré, Kilowatt fut obligé d'assister au sauvetage du robot miracle délivré par les petits diables électriques. Tout à coup, ceux-ci s'arrêtèrent stupéfaits. Un lamentable gémissement provenait du fond du fossé. Le monstre Kilowatt était en train de pleurer. « Je suis de nouveau tout seul !» se lamentait-il. Finalement, les petits diables en eurent pitié. « Ce n'était pas une raison pour voler notre robot ?» lui dirent-ils. « Je sais, » admit le monstre, « mais je me sentais tellement abandonné. Tout le monde a peur de moi.
J'ai une idée, s'exclama Étincelle. Tu produis de l'électricité comme nous. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous au village? Tu ne serais plus jamais seul. Le monstre fut si content que tous ses fils se mirent à vibrer. Et les 4 amis vécurent ensemble, très heureux et très vieux. Le coffre au voleur. Un jour, la petite Marie se retrouva toute seule à la maison. D'abord, elle s'ennuya terriblement. Mais après quelques minutes, elle se dit « Je sais ce que je vais faire. Je vais aller au grenier chercher ma maison de poupée. » Et elle grimpa l'escalier. Le grenier était bourré de boîtes, de meubles, de caisses et de vieux tableaux. Il y avait même là une cage à oiseaux. Tout près, sur une antique commode, Marie découvrit sa maison de poupée. Elle s'apprêtait à l'emporter avec elle lorsqu'elle avisa un grand coffre de bois que son oncle Gontran avait envoyé d'Italie. Le papa et la maman de la fillette en avaient caché la clé, car dans une lettre jointe à l'envoi, l'oncle avait expliqué qu'il ne pouvait l'ouvrir à aucun prix. C'était un superbe coffre, orné de bandes de fer et piqué de gros clous en cuivre. Marie aurait bien voulu savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. Elle se souvint alors d'un petit panier rempli de clés et les essaya une à une. Enfin, une des clés tourna dans la serrure. Marie souleva très prudemment le couvercle, mais recula aussitôt toute saisie. Un homme sortait du coffre. Il s'étira et fit un profond salut devant la fillette. Il était long et maigre et portait d'étranges habits. Puis, un second personnage émergea du coffre en bâillant. Celui-ci n'était ni long ni maigre, mais il était habillé de la même façon que le premier. Enfin, au grand étonnement de Marie, un troisième homme apparut. Il était petit et gros, mais toujours revêtu comme les autres, d'une longue veste rouge et d'une culotte de satin bleu. Tous trois étaient aussi coiffés d'un chapeau à large bord orné d'un ruban coloré. Ils arboraient de gros anneaux d'or aux oreilles, ainsi qu'un couteau et un pistolet à la ceinture, et leur visage s'ornait d'une moustache frisée. « Bonjour, jeune dame, dit poliment l'homme long et maigre. Je suis Vittorio, et voici Federico. » Le gros salua. « Et Benny. » Ce dernier fit une courbette. « Nous sommes des voleurs et venons d'Italie. »« Des voleurs ?» s'affola Marie. « Oui, se vanta Benny, et je prétends que nous sommes les meilleurs voleurs du monde. »« C'est vrai, » ajouta Federico d'un air important. « Mais les voleurs, ce sont tous des méchants, » s'indigna Marie. « Tu as raison, » admit Vittorio. « Nous sommes en effet très méchants. »« C'est vrai, » acquiesça encore Federico. « Mais c'est très mal de voler, » insista Marie. « Mal » s'exclama Benny. « Quel drôle de mot pour un voleur. Nous ne faisons rien de mal puisque nous sommes de très bons voleurs. »« Il faudrait essayer de ne plus voler, » gronda Marie. Federico alla s'asseoir sur une vieille chaise et s'épongea le front avec un grand mouchoir, tandis que Benny et Vittorio regardaient Marie d'un air interrogateur. « Mais comment gagnerions-nous notre vie alors ?» demandèrent-ils en chœur. « Vous pourriez faire des quantités de choses, » leur suggéra la fillette. « Être chauffeur de bus, ou travailler dans un bureau, ou devenir agent de police. »« Agent de police ?» s'écrièrent les trois voleurs. « Ça, jamais !» Un profond silence s'installa alors dans le grenier. Soudain, Vittorio hurla. « Vidons cette maison !»« Excellente idée !» opinèrent les deux autres. Benny ordonna à Marie. « Toi, reste ici. Si jamais tu oses nous suivre, tu le regretteras. »« Non, n'aie pas peur, je ne pense pas ce que j'ai dit. C'est ainsi que tout voleur doit parler. Mais nous ne ferions jamais de mal à une dame aussi charmante que toi. » Les trois voleurs descendirent alors l'escalier après avoir saisi leur pistolet dans une main et leur couteau entre les dents. Lorsqu'ils revinrent une demi-heure plus tard, Federico avait les bras chargés des plus belles robes de Marie. Vittorio portait un chandelier de cuivre avec la pendule de la cuisine. Et Benny ramenait un écrin avec des couverts en argent, de même qu'un gâteau et du vin qu'il avait trouvé dans la cuisine. « Comme c'est passionnant de voler !» s'exclama Vittorio.
Puis, les 3 hommes s'assirent sur le sol pour déguster à l'aise leurs provisions. Soudain, ils entendirent sonner. Les 3 voleurs se relevèrent à toute vitesse et sortirent leurs armes. Mais Marie, jetant un coup d'œil par la fenêtre, aperçut le facteur devant la porte. Elle eut alors une idée. « Les gendarmes !» cria la Fillette. Les voleurs furent atterrés. « Combien y en a-t-il » demandèrent-ils. Marie fit semblant de compter. 10, 50, 112. Sont-ils armés, s'inquiéta Béni. Jusqu'aux dents, répondit Marie. Ils ont des épées, des pistolets, des haches et des canons. Les voleurs tremblaient de la tête aux pieds, mais Marie les rassura. Puisque vous vous êtes montré chic envers moi, je ne vous abandonnerai pas. Grimpez dans le coffre, je le refermerai sur vous. Les gendarmes ne vous trouveront pas. Dépêchez-vous. Federico sauta dans le coffre et il s'aplatit dans le fond. Benny, lui, vint embrasser Marie avant de se coucher à côté de son comparse. Vittorio les rejoignit à son tour. Puis Marie fit tomber le couvercle. « Je n'arrive pas à fermer le coffre !» s'écria-t-elle. « Comment est-ce possible ?» s'étonna Vittorio. « Nous en sommes pourtant sortis. » Marie réunit ses efforts, mais finalement, elle dut s'asseoir sur le coffre pour parvenir à le fermer. Vite, elle fit alors tourner la clé dans la serrure. Quand ses parents arrivèrent, la Fillette venait de remettre en place le dernier objet volé. Lorsque sa mère lui demanda où avaient pu disparaître le vin et le gâteau, Marie répondit d'un air mystérieux. « Ce soir, avant d'aller au lit, je vous raconterai une belle histoire de gendarmes et de voleurs. » Un abri pour l'hiver. C'était l'automne dans les bois. De grosses gouttes d'une pluie glacée venaient frapper les dernières feuilles des arbres et les fougères qui tapissaient le sol. « L'hiver arrive », se dit un tout petit oiseau perché sur une branche. « Où vais-je me cacher pour me protéger contre les tempêtes de neige et de grêle ?» Très haut dans le ciel, il vit passer une bande de canards. « Nous partons pour le sud !» lui cria l'un d'eux. « Viens avec nous !»« Impossible !» pépia le petit oiseau. « J'ai l'aile déchirée. Je ne puis plus voler. Ne sauriez-vous pas où je pourrais aller m'abriter ?» Mais les canards étaient déjà trop loin pour l'entendre. En fait, c'était un oiseau de la ville. Il savait comment construire un nid dans les gouttières ou comment picorer les menus insectes sur les pelouses des squares, mais il ignorait tout de la vie dans les bois. La veille, il avait voulu voler un peu plus loin, mais il avait heurté une branche d'arbre et s'était blessé. Le petit oiseau sautilla alors vers la rivière et demanda à un saule pleureur « Puis-je me cacher sous tes branches jusqu'au printemps prochain ?»« Pas question, » lui répondit le saule. « J'ai déjà suffisamment de difficultés. C'est d'ailleurs pour cela que je pleure tout le temps. » Le petit oiseau se dirigea alors vers un bouleau. « Tu veux bien que je me réfugie dans ton feuillage jusqu'au printemps ?» lui demanda-t-il. « Ah non !» se récria le bouleau. « Les oiseaux picorent toujours mon beau tronc blanc. C'est pour ça que je suis tout pelé. Allons, file !» Tout triste, le petit oiseau poursuivit son chemin jusqu'au pied d'un érable. « Puis-je me glisser sous tes feuilles jusqu'au printemps ?» lui demanda-t-il. « Certainement pas, » répliqua l'érable. « Les oiseaux veulent toujours manger mes graines, et ils m'empêchent ainsi de me reproduire. Va-t'en !» Et l'hiver arriva. Un vent glacial se mit à souffler, et la température descendit bien au-dessous de 0, annonçant la grêle et la neige. Les écureuils, les souris et les autres petits habitants de la forêt se blottirent frileusement dans leurs abris douillés pour entamer leur long sommeil hivernal. Mais le pauvre petit oiseau, frissonnant, tentait vainement de se protéger la tête sous son aile valide. Soudain, il entendit murmurer « Viens t'abriter sous mes branches, petit oiseau. Il y fait bien chaud. Tu ne résisteras jamais dehors. » Le petit oiseau leva la tête. Qui donc avait parlé? C'était
un petit sapin. « Mais ne suis-je pas trop lourd pour tes branches ?» s'inquiéta-t-il. « Trop lourd? Tu ne pèses pas plus qu'un de mes fruits, dit l'arbre. À ce propos, tu trouveras plein de graines dans mes pommes, suffisamment pour te nourrir tout l'hiver, ajouta-t-il. Es-tu bien sûr que tu n'en as pas besoin? Insista le petit oiseau. Mais le sapin éclata de rire. Si toutes mes graines donnaient naissance à un sapin, le monde entier serait couvert de mes petits. Allez, viens vite, le vent se lève. Vivement, le petit oiseau sauta dans les branches accueillantes. Il était temps, car la bise se mit à redoubler de fureur. Elle emporta bientôt toutes les feuilles du bouleau et les graines de l'érable. Le niveau de la rivière monta ensuite très dangereusement, et les branches du saule pleureur pendirent dans la boue. Mais le petit sapin était si bien situé que le vent ne fit que l'effleurer. Et ses aiguilles étaient si lisses que la pluie et la neige n'y restèrent pas accrochées. Peu à peu, l'aile du petit oiseau put ainsi guérir et, au printemps, celui-ci réussit à s'envoler. Avant de partir, il prit une des graines du gentil sapin dans son bec. Il l'emporta en ville, où il la laissa tomber dans un parc. Aujourd'hui, un magnifique sapin y protège chaque hiver tous les oiseaux de la ville.